Le jour où Elina a reçu cette lettre, le ciel était d'une beauté presque insolente. Comme si le monde avait choisi ce matin-là d'être lumineux exprès. Comme si quelque part, quelque chose savait déjà que tout allait basculer. Elina vivait seule dans une petite maison à l'entrée d'une ville grise. Une ville qu'on traversait sans la regarder. Une ville où rien ne semblait arriver. Et où justement, les choses les plus importantes se passaient en silence. Sa vie était simple, trop simple. Chaque matin, elle ouvrait ses volets à la même heure. Elle faisait chauffer de l'eau. Elle arrosait une plante qui mourait lentement depuis des mois. Puis elle s'asseyait près de la fenêtre avec sa tasse entre les mains, et elle regardait la route. Pas comme on regarde un paysage, comme on attend quelqu'un. Le plus étrange, c'est qu'elle n'aurait même pas su dire qui. Parfois, les gens vivent si longtemps avec une absence qu'ils finissent par lui laisser une place à table. Ils ne savent plus quand ça a commencé. Ils ne savent plus ce qu'ils espèrent exactement. Mais ils attendent quand même. Elina faisait partie de ces gens-là. Et ce matin-là, devant sa porte, il y avait une enveloppe blanche, sans timbre, sans cachet, sans nom d'expéditeur, seulement son prénom, Elina. Elle resta immobile, parce qu'avant même d'ouvrir cette enveloppe, elle comprit qu'elle venait de très loin. Pas forcément d'une autre ville, pas forcément d'une autre personne, mais d'un endroit qu'elle avait passé des années à tenir fermé. Elle se baissa, ramassa l'enveloppe, referma la porte, s'assit à la table de la cuisine. La maison était silencieuse, trop silencieuse. À l'intérieur, une seule feuille, une seule phrase. Si tu veux connaître la vérité, reviens là où tout a commencé. Sa tasse glissa de ses mains. Elle éclata au sol dans un bruit sec. Parce qu'en voyant cette écriture, Elina venait de comprendre quelque chose d'impossible. Elle connaissait cette main, cette façon précise de pencher les lettres, cette manière de tracer les boucles, cette retenue dans les mots. Et la personne qui écrivait ainsi était censée être morte depuis 15 ans. Sa sœur, Maëlle. Et si la lettre ne venait pas d'une morte, alors qui pouvait connaître assez bien leur passé pour la ramener exactement là où elle n'aurait jamais voulu retourner? Elina n'avait pas prononcé le prénom de sa sœur depuis des années. Pas à voix haute, pas même seule. Dans la petite ville, les gens savaient qu'il y avait eu un drame dans sa famille. Ils savaient vaguement qu'elle avait perdu quelqu'un. Puis, avec le temps, ils avaient fait ce que les gens font presque toujours. Ils avaient cessé de demander. Parce que certaines douleurs finissent par décourager la curiosité. Elle ramassa les morceaux de la tasse, sans vraiment sentir qu'un éclat de porcelaine venait de lui ouvrir légèrement le doigt. Une goutte de sang perla sur sa peau. Elle la regarda comme on regarde un détail sans importance, alors qu'au fond, tout le reste commençait déjà à remonter. Elle relut la phrase. « Reviens là où tout a commencé. » Mais où? Où est-ce que tout avait commencé? Dans leur maison d'enfance? Au bord du lac où Maëlle l'emmenait souvent? Dans cette vieille maison perdue dans les bois où elles avaient passé un été? Ou dans cette nuit précise, celle qu'Elina n'avait jamais réussi à revoir jusqu'au bout? Elle se leva, traversa le salon, et son regard s'arrêta sur une vieille boîte en bois, posée depuis des années sur l'étagère la plus haute. Elle savait ce qu'il y avait dedans. Les restes. Ce qu'on garde quand la vie continue, sans demander votre avis. Des photos, un ruban bleu, une montre cassée,
quelques billets de train, une vieille cassette audio, et des choses assez petites pour sembler inoffensives, mais assez lourdes pour vous changer le souffle quand vous les touchez. Elina posa la boîte sur la table. La première photo montrait 2 filles au bord d'un lac. Maëlle souriait vers le soleil, une main levée, comme si elle voulait attraper la lumière. Elina, plus jeune, la regardait avec cette confiance absolue qu'on accorde qu'aux êtres qu'on pense éternels. Sur une autre photo, elle se trouvait devant une maison entourée d'arbres, une maison ancienne, isolée, légèrement penchée, comme si elle avait écouté trop de secrets. Elina sentit quelque chose se contracter dans sa nuque. Elle retourna la photo. Au dos, il y avait une date, et 3 mots écrits de la main de Maëlle. Là où tout commence. Son souffle se bloqua. La lettre n'était pas une formule vague. Ce n'était pas une énigme poétique lancée au hasard. Elle pointait vers un lieu réel. Un lieu que Maëlle avait elle-même désigné des années avant sa mort. Cette maison se trouvait à Saint-Lune, un hameau forestier à plusieurs heures de route. Elles y avaient passé un été chez une tante éloignée. Du moins, c'est ce qu'Elina croyait se rappeler. Parce qu'en vérité, ce souvenir-là ressemblait moins à une mémoire qu'à une photographie mouillée. Des contours, des sensations, une odeur de bois humide, un couloir sombre, le bruit d'un escalier, et la certitude diffuse qu'elle y avait laissé quelque chose de trop grand pour un enfant. Ce qu'Elina ignorait encore, c'est que cette maison ne gardait pas seulement des souvenirs. Elle gardait aussi la raison exacte pour laquelle son esprit avait décidé de les enterrer. La deuxième preuve. Elina continua de fouiller dans la boîte. Sous les photos, sous le ruban bleu, sous un paquet de lettres jamais envoyées, elle trouva une petite clé noire, ancienne, froide, presque lourde pour sa taille. Une étiquette jaunie y était encore attachée. Et sur cette étiquette, un seul message. Ne l'ouvre pas avant d'être prête. Prête à quoi? Prête à se souvenir? Prête à souffrir? Prête à découvrir que le passé qu'elle portait depuis 15 ans n'était peut-être pas le vrai? Sa gorge se serra. Elle posa la clé sur la table, puis la reprit aussitôt, comme si la laisser seule à cet endroit était déjà une erreur. Le soir tomba lentement autour de la maison. Les murs semblaient se rapprocher. Le silence devenait plus dense. Et cette nuit-là, Elina dormit très peu. Quand elle fermait les yeux, des images sans logique remontaient en désordre. Une porte entr'ouverte, une robe blanche suspendue derrière une armoire, le reflet d'une lampe dans un couloir, le bruit de la pluie contre une vitre, puis toujours le même son. 3 coups, lents, espacés, sur du bois. Elle se réveilla en sursaut à 3h17, le cœur cognant dans sa poitrine. Le bruit. Elle venait de l'entendre de nouveau. Cette fois, elle en était presque certaine. Pas dans un rêve, dans la maison. Elle resta allongée plusieurs secondes. Écouter. Ne pas bouger. Attendre que la raison revienne tout expliquer. Mais rien ne revint. Alors elle sortit du lit, descendit l'escalier lentement. Chaque marche grinçait comme si elle avertissait quelqu'un de son arrivée. Elle alluma la lumière du couloir. Rien dans le salon. Rien dans la cuisine. Rien dans l'entrée. Puis elle vit la porte. La porte d'entrée était entr'ouverte. Pourtant, elle l'avait verrouillée. Dehors, la rue était vide. La nuit ne bougeait pas. Mais sur le paillasson, juste devant le seuil, se trouvait une petite boîte métallique. Elina la ramassa, l'ouvrit. À l'intérieur, reposait une barrette en forme d'étoile. La barrette de Maëlle. Elle l'aurait reconnue entre mille. Au fond de la boîte,
Un autre mot. Tu oublies encore. Pas tu as oublié. Tu oublies encore. Comme si l'oubli n'était pas un accident du passé. Comme si quelque chose, en elle, continuait à repousser la vérité chaque fois qu'elle s'en approchait. À l'aube, Elina avait pris sa décision. Elle allait à Saint-Lune. Pas demain, pas après réflexion, pas quand elle se sentirait prête. Maintenant. Parce qu'il y a des voyages qu'on choisit et d'autres qu'on retarde si longtemps qu'ils finissent par vous prendre de force. La route traversait des zones industrielles désertes, des champs blafards, puis des forêts de plus en plus épaisses. Plus elle avançait, plus elle avait la sensation étrange de ne pas se diriger vers un lieu, mais vers une version d'elle-même restée en arrière. Elle s'arrêta dans une station-service presque vide. À la caisse, un vieil homme leva les yeux vers elle, puis vers la photo de la maison qu'elle tenait machinalement dans sa main. « Vous allez à Saint-Lune » demanda-t-il. Elina se figea. « Comment vous savez ça ?» Le vieil homme haussa à peine les épaules. On reconnaît les gens qui y retournent. Cette phrase aurait dû paraître absurde. Elle paraissait au contraire trop précise. Elina montra la photo. « Vous connaissez cette maison ?» L'homme la regarda longtemps. « Oui. » Puis il ajouta « Elle devrait être vide depuis des années. »« Devrait ?» Le vieil homme soupira légèrement. « Parfois, certains lieux refusent de devenir du passé. » Elina sentit un froid glisser dans son dos. Avant qu'elle puisse poser une autre question, il poursuivit. « Si vous entrez là-dedans, n'ignorez pas ce qui cherche à être vu. » Un client entra à ce moment-là. Elina se retourna une seconde. Quand elle ramena les yeux vers la caisse, le vieil homme n'était plus là. Comme s'il n'avait été qu'une étape sur la route. Saint-Lune apparut en fin d'après-midi. Quelques maisons, une petite place, une église fermée, des volets clos. Et cette atmosphère étrange qu'ont certains villages où le silence paraît moins naturel que décidé. La maison se trouvait au bout d'un chemin envahi par les herbes. Quand Elina l'aperçut, quelque chose céda en elle. C'était bien celle de la photo. Plus petite que dans son souvenir, et pourtant plus écrasante. La façade était abîmée par le temps. Le jardin ressemblait à une mémoire laissée dehors trop longtemps. Les fenêtres noires semblaient encore observer. Elina sortit la petite clé noire, la glissa dans la serrure. Elle entra parfaitement. Le déclic résonna dans le silence comme une permission trop ancienne. À l'intérieur, l'air sentait la poussière, le tissu humide, et autre chose. Quelque chose de familier qu'elle n'aurait pas su nommer. Elle entra lentement. Le salon était presque vide. Une table, 2 chaises, une cheminée froide. Au mur, l'empreinte plus claire d'un cadre disparu. Dans la cuisine, un vieux bol fendillé, quelques couverts oubliés. Et cette odeur infime, presque impossible, de pommes séchées. Comme si la maison avait conservé non seulement des objets, mais des gestes. Elle monta l'escalier. La première chambre était nue. La deuxième contenait une armoire. La troisième était couverte de dessins. Des dizaines, faits au crayon, à l'encre, à la craie. Des arbres, un lac, une petite fille devant une porte, une femme sans visage. Et partout, le même symbole. Une étoile à 5 branches, entourée d'un cercle inachevé. Elina avança d'un pas. Au centre du mur du fond, une phrase avait été écrite en grand. « Ce n'est pas ta faute si tu as oublié. » Elle sentit ses jambes faiblir. Qui avait écrit ça ? Quand ? Et pourquoi ce message semblait-il répondre à une culpabilité qu'elle n'avait jamais formulée à personne ? La nuit tomba rapidement. Elina aurait dû repartir.
trouver un hôtel, revenir le lendemain avec un esprit plus clair. Mais certaines portes ne se rouvrent qu'une seule fois. Elle alluma 2 bougies trouvées dans un buffet. Leur lumière vacilla sur les murs dessinés. C'est alors qu'elle remarqua, derrière une vieille commode, une partie du mur légèrement différente. Le papier peint y était déchiré, comme si quelqu'un avait tenté de cacher quelque chose à la hâte. Elle poussa le meuble. Derrière, très pâle, apparaissait un plan grossier de la maison. Mais un détail ne collait pas. Entre cette chambre et le grenier, il y avait une pièce. Une petite pièce sans accès visible. Elina posa la main contre le mur. Le bois sonna creux. Son cœur accéléra. Elle regarda autour d'elle, chercha un mécanisme, une poignée, une fissure. Rien. Puis son regard revint sur le symbole de l'étoile, entouré d'un cercle incomplet. Le même que sur les murs. Le même que sur l'étiquette de la clé. Elle approcha la clé du mur, la fit glisser lentement. À hauteur de poitrine, elle sentit une encoche. La clé y entra. Un claquement sec. Le panneau s'ouvrit de quelques centimètres. Derrière se trouvait un passage étroit. L'air y était plus froid, plus dense, comme si le temps n'y circulait pas tout à fait de la même manière. Elina entra. La pièce cachée était minuscule, sans fenêtre, avec une chaise, une malle et un vieux magnétophone posé sur une table. À côté, plusieurs cassettes. Sur la première, une étiquette. Pour Elina. Quand tu reviendras. Ses mains tremblaient si fort qu'elle dut s'y reprendre à 2 fois pour insérer la bande. Elle appuya sur lecture. Un souffle. Un grésillement. Puis une voix. La voix de Maël. Elina, si tu écoutes ceci, c'est que j'ai échoué à te protéger autrement. Le visage d'Elina se vida de toutes couleurs. La voix continua. Je ne sais pas combien de temps il te faudra pour revenir ici. Peut-être des années. Peut-être toute une vie. Mais si tu es là, écoute tout avant de juger ce que j'ai fait. Puis cette phrase. Tu n'as pas oublié parce que tu es faible. Tu as oublié parce que je te l'ai demandé. Elina lança la 2e cassette. Cette fois, la voix de Maël paraissait plus jeune, plus nerveuse. Je commence à enregistrer parce que je sens que tout m'échappe. Et il faut qu'il reste une trace. Tout n'a pas commencé la nuit de l'incendie. Le mot la frappa aussitôt. L'incendie. Un flash bref traversa son esprit. Des flammes. De la fumée. Un cri. Puis plus rien. Maël poursuivait. Tout a commencé quand tante Soria a insisté pour qu'on passe l'été ici. Maman ne voulait pas. Elle disait que cette maison rendait les gens étranges. Tante Soria notait tout. Les rêves, les paroles dites en dormant, les souvenirs qui ne semblaient appartenir à personne. Et surtout, ce qu'Elina voyait. Le souffle d'Elina se coupa. Parce qu'elle voyait des choses avant qu'elles arrivent. La première fois, elle a dessiné un bateau retourné sur le lac. Le lendemain, un homme s'y est noyé. Une autre fois, elle a dit qu'une lampe tomberait dans la chambre du fond. 1 heure plus tard, elle s'est décrochée du plafond. Elina sentit ses doigts devenir glacés. Tante Soria n'avait pas peur. Elle était fascinée. Elle disait qu'Elina entendait les coutures du temps. Puis elle a commencé à l'emmener seule dans la pièce cachée.
Elina baissa les yeux autour d'elle. Cette pièce. Elle disait qu'elle voulait l'aider, la protéger, canaliser ce qu'elle percevait. Mais Elina revenait toujours plus pâle, plus silencieuse, et elle oubliait des journées entières. Au matin, Elina trouva dans la cuisine un petit carnet relié de cuir, posé sur le rebord d'une fenêtre comme s'il l'attendait. L'écriture n'était pas celle de Maëlle, probablement celle de tante Soria. Elle ouvrit le carnet. Les phrases étaient froides, cliniques, presque inhumaines. Le sujet principal manifeste une sensibilité de résonance mémorielle hors norme. Elina referma le carnet d'un geste sec. Le sujet principal. C'était ainsi qu'on parlait d'elle. Elle rouvrit malgré elle. Chaque perception non intégrée fracture la continuité identitaire. Plus loin, Maëlle s'oppose au protocole. Elle comprend trop tard que l'effacement partiel est devenu nécessaire. L'effacement partiel. Donc cet oubli n'avait rien d'improvisé. Il avait été pensé, théorisé. Peut-être commencé avant même la nuit du drame. Elina remonta dans la pièce cachée et lança la 3e cassette. La voix de Maëlle était plus tendue encore. Au début, j'ai essayé de croire tante Soria. Je voulais penser qu'elle aidait Elina. Mais ensuite, j'ai compris qu'elle ne voulait pas seulement la protéger. Elle voulait accéder à ce qu'Elina percevait. Elle disait que certains souvenirs existent avant même d'arriver, qu'ils cherchent des portes, et qu'Elina était une porte. Le vent secoua la maison au même moment. Maëlle reprit. J'ai voulu partir avec elle. Ta tante a refusé. Elle disait qu'Elina ne survivrait pas à un arrachement brutal, qu'elle était déjà liée à cette maison. Puis la voix se fit plus fragile. La nuit de l'incendie, Elina m'a regardée et elle a dit « Ce soir, la maison va vouloir me garder. » Elina ferma les yeux. Une image traversa sa mémoire. Elle-même, enfant, pieds nus dans le couloir, le visage immobile. Et Maëlle accroupie devant elle. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je sais pas. » Mais elle est réveillée. Maëlle sur la bande poursuivait. J'ai compris qu'il fallait fuir immédiatement. On s'est disputé. J'ai renversé la lampe. Je ne sais même plus si c'était un accident. Puis, presque en chuchotant, le feu a pris trop vite. Fin de bande. Un bruit au rez-de-chaussée fit descendre Elina. Une chaise avait changé de place. Sur l'assise, une photo brûlée sur les bords. On y voyait Maëlle, Elina enfant, et tante Soria devant la maison. Mais à la fenêtre du premier étage, une silhouette floue apparaissait derrière elle. Au dos, un mot. Elle n'est jamais partie. Elina sortit prendre l'air. Sur un banc devant l'église fermée, une vieille femme l'attendait comme si elle avait toujours su qu'elle viendrait là. Elle s'appelait Agathe, ancienne voisine de tante Soria. « Tu es revenue ?» dit-elle. Le tu glaça Elina. Agathe ne tourna pas autour. Ta tante travaillait sur les souvenirs comme d'autres travaillent sur la terre. Elle pensait que certaines douleurs ne disparaissent jamais. Elle s'accroche aux lieux, aux objets, aux gens. Et à moi, dit Elina. Agathe hocha la tête. Oui. Ma sœur voulait me sauver ? Oui. Mais elle a compris une chose terrible. Elina se pencha. Laquelle ? Agathe la regarda droit dans les yeux. Que si on te rendait tout d'un coup, tu pouvais mourir avec la vérité. Agathe lui tendit ensuite une montre de poche noircie par le feu. Elle était à ta sœur. Elina la porta à son oreille.
Très faiblement, on entendait 3 coups. Agathe murmura « C'était leur signal ». Et dans l'esprit d'Elina, quelque chose s'ouvrit. 3 coups sur une porte, 3 coups sur une table, 3 coups dans la nuit. Ce n'était pas une menace. C'était Maël. De retour dans la pièce cachée, Elina lança la 4e cassette. La voix de Maël était faible, comme enregistrée dans l'urgence. Elina, si tu écoutes ceci, alors je n'ai pas réussi à sortir avec toi. Je vais te dire ce que j'ai fait, et j'ai besoin que tu me pardonnes un jour. Un crépitement au loin. Le feu, déjà. Tante Soria disait vrai sur une chose. Si tout te revenait d'un coup cette nuit-là, ton esprit ne tiendrait pas. Tu avais vu trop de choses, trop tôt, et certaines n'étaient même pas encore arrivées. Elina ne bougeait plus. Alors je t'ai demandé de faire ce que toi seul pouvais faire. Je t'ai demandé de me regarder et d'oublier. Maël poursuivit. Tu pouvais déplacer des souvenirs, les enfouir, les fermer. Pas parfaitement, pas pour toujours, mais assez pour survivre. Des larmes coulèrent sur les joues d'Elina. Je t'ai dit de prendre tout ce qui te déchirait et de le mettre derrière une porte. Une porte que toi seul pourrais rouvrir plus tard. Sa respiration se brisa. Tu pleurais. Tu disais que si tu faisais ça, tu m'oublierais aussi. Je t'ai menti. Je t'ai dit non. C'était le prix. Elina ferma les yeux. Toute sa vie avait été bâtie sur un vide créé par amour. Maël continua. Je t'ai enfermé dans la pièce cachée pour te protéger du feu. Je suis retourné chercher les carnets, et tante Soria voulait que tu restes lié à la maison, même après sa mort. Puis, tu n'as pas causé l'incendie. Tu as survécu, c'est tout. Et moi, je suis resté pour que toi, tu puisses partir. Les derniers mots furent presque un souffle. Si tu m'entends encore frapper 3 fois, n'aie pas peur. Ça voudra simplement dire que je t'ai retrouvé. Fin de bande. Elina comprit alors qu'il restait encore un dernier souvenir, le plus profond. Pas dans la maison, au lac. Le chemin traversait les bois derrière la propriété. L'air sentait la terre mouillée. Chaque branche paraissait garder l'écho d'un été très ancien. En marchant, des images lui revenaient par fragments. Tante Soria qui observe, Maël qui proteste, une petite main qui dessine, la surface noire de l'eau. Le lac apparut enfin, le même ponton, les mêmes roseaux, le même silence. Au bout du ponton, sous une planche légèrement soulevée, Elina trouva une petite boîte étanche. À l'intérieur, un ultime enregistrement. Et un mot. Seulement si tu veux tout savoir. Elle lança la bande. La voix de Maël était plus douce cette fois. Le premier jour au lac, tu as vu une petite fille tomber à l'eau avant que cela arrive. Tu t'es mise à crier. Les adultes ont cru à une crise, puis la fillette est vraiment tombée. C'est là que tante Soria a compris. Mais tu avais vu autre chose aussi. Tu avais dit, quand les choses ont trop mal, elles restent dans les endroits. Elina se souvenait, pas par image, par sensation profonde. Maël reprit. Tu percevais les traces laissées par la peur, le deuil, la violence. Pas des fantômes, des empreintes. Le vent se leva. Et le soir de l'incendie, tu as vu que si tous ces souvenirs restaient ouverts en toi, tu finirais par ne plus savoir ce qui venait de toi. Alors je t'ai demandé de fermer. Mais pour que la porte tienne, il fallait un point d'ancrage. Tu n'as pas enfermé seulement la peur.
tu m'as placé de l'autre côté avec elle. Elina porta une main à sa bouche. C'était ça, la vérité finale. Elle n'avait pas simplement oublié Maëlle à cause du choc. Elle avait lié l'image de sa sœur à la fermeture de sa mémoire. Oublier Maëlle, c'était verrouiller la porte. La bande n'était pas terminée. Maëlle parla encore, doucement. Tu te demanderas peut-être pourquoi tu as reçu cette lettre maintenant. La vérité, c'est que ce n'est pas moi qui te l'ai envoyée. Elina ouvrit les yeux. C'est toi. Des années après l'incendie, quand les premiers souvenirs ont commencé à remonter, tu as copié mon écriture. Tu as préparé plusieurs lettres. Tu savais qu'un jour, il faudrait te forcer à revenir. Et tu savais aussi qu'aucune voix au monde ne serait plus forte que la mienne. Le souffle d'Elina trembla. La lettre. Ce n'était pas un message venu d'une morte. C'était un message venu d'elle-même, écrit dans un moment de lucidité, adressé à son propre futur. Maëlle poursuivit. Tu ne devais pas revenir pour revivre la nuit. Tu devais revenir pour récupérer ta vie. Puis les derniers mots. Rappelle-toi de moi en train de rire, pas en train de brûler. Fin de bande. Elina resta longtemps assise au bord du lac. Puis, pour la première fois depuis 15 ans, elle prononça le nom de sa sœur sans détourner la tête. Maëlle. Le vent glissa sur l'eau. 3 petits coups résonnèrent sous le ponton. Cette fois, elle sourit. Pas parce que la douleur avait disparu, mais parce qu'elle avait enfin changé de forme. Les images qui lui revenaient n'étaient plus seulement celles du feu, c'étaient les vraies. Maëlle qui rit, Maëlle qui court trop vite, Maëlle qui lui remet la barrette étoile dans les cheveux, Maëlle qui frappe 3 coups sur la table avant de lui faire un clin d'œil. Le lendemain, Elina retourna dans la maison de Saint-Lune. Elle prit les carnets de tante Soria, les notes, les pages froides qu'il avait réduites à un sujet d'étude. Dans la cheminée, elle alluma un feu. Pas un feu de panique, pas un feu qui détruit tout, un feu qui clôt. Les carnets brûlèrent lentement, se tordirent, noircirent, puis s'effondrèrent en cendres. Les cassettes de Maëlle, elle les garda, parce que celles-là n'étaient pas une prison. Elles étaient un pont. Au moment où la dernière page du dernier carnet se consuma, un craquement traversa la maison, comme un soupir, puis plus rien. La maison redevenait enfin une maison, du bois, de la pierre, du silence. De retour chez elle, Elina ne s'assit pas à la fenêtre, pas cette fois. Elle ouvrit grand les volets, laissa entrer l'air, rangea la boîte en bois sur l'étagère. Puis elle prit une feuille et elle écrivit. Si un jour j'oublie encore, rappelle-moi que j'ai survécu, et que survivre n'est pas trahir. Des semaines plus tard, elle retourna au lac, pas pour chercher, pas pour souffrir, juste pour être là. Assise au bout du ponton, elle écouta la voix de Maëlle rire sur une vieille bande d'essai. Et pour la première fois depuis longtemps, Elina rit aussi. Un rire petit, fragile, mais vrai. Il y a des histoires qui ne finissent pas quand toute la vérité est révélée. Elles finissent quand la douleur cesse d'être le seul moyen de se souvenir. Elina regarda le lac. « Je vais vivre », murmura-t-elle. Le vent glissa sur l'eau. 3 légers coups montèrent du bois sous ses pieds. Elle ferma les yeux, sourit. Et cette fois, elle n'eut plus peur. Parfois, ce qui nous manque n'a pas disparu. C'est simplement caché derrière une porte qu'on a fermée pour survivre. Et parfois, aimer quelqu'un, c'est vivre assez longtemps pour pouvoir se souvenir de lui autrement que dans la douleur. Si cette histoire t'a touché, dis-moi en commentaire à quel moment tu as compris que la lettre ne venait pas d'un fantôme.
Et si tu veux d'autres histoires longues, immersives, avec des mystères et des révélations jusqu'à la fin, abonne-toi.